Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Vous n'avez qu'à liker nos pages, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Vous êtes des millions à nous écrire pour nous dire que le travail avance sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Likez et surtout partagez au plus grand nombre pour que Panafricanist TV soit connu de par le monde. Et comme à notre habitude, entrons justement dans le vif du sujet, nous allons nous interroger. RD Congo, manifestation des Congolais contre le Rwanda à Goma, l'inquiétude d'une offensive, c'est notre grande interrogation. RDC, manifestation des Congolais contre le Rwanda à Goma, l'inquiétude d'une offensive, nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, les organisations de la société civile étaient dans la rue pour protester contre l'agression du pays par le Rwanda à travers la rébellion du M23 qui occupe jusqu'à ce jour la quasi-totalité du territoire, on va le dire ainsi, du Rutshuru. C'est à partir de 7 h du matin de cette semaine que les manifestants se sont rassemblés à différents points convenus dans la ville de Goma. Leur objectif, dénoncer la guerre menée, selon eux, par le Rwanda qui soutiendrait la rébellion du M23 et montrer le soutien de la population à l'armée congolaise. Il déclare, je cite, « Nous continuons à regretter l'impuissance de la communauté internationale face au Rwanda qui nous agresse, mais nous continuons aussi à dire au gouverneur militaire Constant Ndima que le peuple est derrière lui, car aucune armée au monde ne peut gagner la guerre si la population ne la soutient pas. » C'est ce qu'ils ont d'ailleurs déclaré. On parle bien sûr de tirs de sommation et surtout de lancer de grenades lacrymogènes contre justement ces populations pour les disperser. Et jusqu'à preuve de contraire, nous nous posons justement cette question. Est-ce que la communauté internationale peut quelque chose du côté de la République démocratique du Congo ou tout simplement la communauté internationale, dite internationale d'ailleurs, n'est-elle pas complice justement de toutes les exactions commises en sol congolais, car nous le savons tous, mesdames, messieurs, cela fait plus de 20 ans aujourd'hui que la MONUSCO se trouve sur le sol congolais, mais il n'y a jamais eu un semblant de paix. Jusqu'à preuve de contraire, c'est presque tout le territoire congolais qui est entre les mains des multinationales. Et si les populations de Goma se sont levées justement pour porter ce message au monde entier, c'est pour dire tout simplement que le Rwanda était complice de tout ce qui se fait sur le sol congolais. Une autre question cependant, est-ce que le président congolais Félix Tshisekedi peut changer quelque chose à cela, ou alors que Paul Kagame, qui est bien sûr son voisin, pourrait justement faire quelque chose pour changer la donne. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. RDC, manifestation des Congolais contre le Rwanda à Goma, l'inquiétude d'une offensive. D'ailleurs, on parle d'une offensive. L'offensive de qui? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est astrophysicien et surtout panafricaniste. Il est avec nous ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricanist TV, bonjour à l'équipe technique. Et merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir sur notre plateau encore ce matin, docteur Jean-Paul Mbelek. Une question, celle-ci, jusqu'à preuve de contraire. On le sait, les populations du côté de Goma se sont levées pour dire non pour eux, jusqu'à preuve de contraire. C'est le Rwanda qui armerait, qui financerait, qui serait derrière le M23, qui crée justement pas mal de problèmes à ces populations. Est-ce que quelque chose pourrait changer ? Oui, les populations bougent. Ce n'est pas la première fois qu'elles manifestent. Peut-être que cette fois-ci, c'est beaucoup plus massif et, oui, et surtout répétitif. Oui. Mais il faudrait qu'elles aient en profondeur. Parce que lorsqu'on questionne le Rwanda, on peut aussi se demander qui est derrière le Rwanda. Parce que regardons les chiffres. Le Rwanda, en termes de superficie, c'est quand même pratiquement 100 fois plus petit que la RDC. En termes de population, pareil, c'est 10 fois moins nombreux. Comment un tel pays peut avoir une telle capacité de nuisance face à un mastodonte qui est à côté de lui? Normalement, en général, la souris a peur du mastodonte, elle fuit. Oui. Mais là, comment ça se fait que la petite souris arrive à créer des frayeurs et même des paniques chez le mastodonte? Ça veut dire qu'il y a une anomalie, il faut l'expliquer. Mais je note que il ne faut pas que ça devienne une tradition dans cette partie de l'Afrique. Pourquoi? Parce que la colonisation belge, même la Belgique, c'est combien? Quelle est sa surface? Quelle est sa population? Absolument rien. C'est comme le Rwanda, quoi.
Donc comment ça se fait qu'ils ont eu le dessus? Bon, c'est vrai qu'il y avait des nations impérialistes derrière, il y a eu le fameux congrès de Berlin, ils sont mis d'accord et Léopold II a gagné cette partie du pays. cette partie comme sa propriété privée. Oui. Voilà, donc on peut dire qu'il y avait complicité d'autres puissances plus importantes, ce qui a permis aux Belges d'en profiter à travers Léopold II. Et ça, à chaque fois, il y a des massacres. Oui. Vous voyez cette minorité-là, comme elle est minoritaire, faible en surface, en nombre, surtout en nombre, ils sont obligés, parce que même l'étendue du territoire, il faut le contrôler. Hein. Bon, là, les Rwandais se limitent à l'Est. Encore qu'ils ont quand même eu une influence sur tout le Congo lors des événements qui ont renversé Mobutu. Et finalement, ils se sont plus ou moins infiltrés dans le pays. Et ça a fini par l'assassinat du père Kabila, Laurent Désiré Kabila. Voilà. Donc, pour revenir sur notre sujet, c'est que quand on est si peu nombreux et qu'on veut contrôler un grand territoire et contrôler ses richesses, vous savez, il n'y a pas 10 000 façons de faire. Parce que l'exemple typique, c'est les Occidentaux qui le donnent, quoi. Ça s'appelle le terrorisme. C'est du terrorisme qu'ils font les Rwandais. Le M23, c'est un mouvement terroriste créé par qui? Le Rwanda, lui-même financé par qui? Par les super maîtres du terrorisme, qui sont les Occidentaux. Les États-Unis. Les États-Unis. Voilà. Donc, il faut qu'ils soient conscients qu'il y a un grand maître derrière. Et que le Rwanda est coupable de ne pas adhérer, de ne pas être solidaire et de ne pas adhérer à ce mouvement d'émancipation de l'Afrique qu'on appelle le panafricanisme. Parce qu'au lieu d'agresser son voisin, il faudrait plutôt faire corps avec lui. Les richesses, il y en a assez, on peut les partager après. Oui. On peut se mettre d'accord, mais là, ceci, c'est entre frères d'une commune entente. Oui. Une commune entente. Surtout que les deux pays sont frères. Surtout que les deux pays sont frères, mais ce n'est pas parce que tu viens créer le malheur chez le voisin et qui en profite à la fin, c'est l'étranger qui commande tous. Vous voyez? Ça, c'est très malsain. Donc, je trouve que les populations ont raison. De toute façon, elles auront gain de cause parce que tous les mouvements d'émancipation actuellement en Afrique se dirigent vers le panafricanisme. Et au fur et à mesure que le peuple s'informe et prend conscience de son intérêt, il a le dessus. On l'a vu en Afrique de l'Ouest, ça va se faire en Afrique centrale aussi, et là en RDC. Mais vous savez, il y a des choses que la nature, Dieu, Oui. pourquoi dire nature? Que Dieu a donné naturellement à l'être humain. La peur, c'est important. Oui. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. La peur permet justement d'éviter le danger et de mieux s'en sortir. Voilà. Il y a aussi la honte. Il ne faut pas avoir honte d'avoir honte. Avec la honte, on relève les défis. Parce que quand même, il y a des sursauts d'orgueil qui peuvent apparaître. Et c'est le cas là. Tous les chiffres que j'ai avancés montrent qu'il faut que la RDC réprimande le Rwanda et le remette à sa place en tant que petit frère. On cogne même sur sa tête, bien même comme il faut, qu'il ne revienne plus. Est-ce que cela peut se faire avec Félix Tshisekedi qui est à la tête de la République démocratique du Congo, qui travaille justement pour les Occidentaux, et sans oublier Paul Kagame, qui lui également travaille pour les Occidentaux? Est-ce que cela peut se faire un jour que le Congo puisse cogner justement la tête du Rwanda? Alors, M. Tshisekedi, là-bas, de son côté, il a deux possibilités. Soit il écoute son peuple et tourne le dos à l'Occident. Le peuple en particulier demande qu'il y ait une meilleure collaboration militaire avec la Russie. Soit il n'écoute pas son peuple et il reste fidèle à l'Occident et c'est lui qui va être balayé. Et, bon, de toute façon, bientôt il est à terme, donc il ne sera pas réélu, par exemple. Et il faudrait que ce soit un panafricaniste vrai qui est à l'écoute de son peuple qui soit élu. C'est qu'il faut que tous les dirigeants africains actuels comprennent que le salut, c'est d'abord celui de leur peuple, dont eux-mêmes en font partie. Et donc, ils ne doivent plus se mettre dans l'idée que leur salut, c'est l'Occident qui leur garantit. Oui. L'Occident lui-même est en perte de vitesse. Donc, tous ceux-là qui attendent le salut de l'Occident, il faut qu'ils sachent que leurs jours sont comptés. Parce qu'eux, ils vont tomber avant même l'Occident. Parce que l'Occident sera obligé de sacrifier des gens. Déjà, ça se voit avec les États-Unis, qui sacrifient quand même l'Europe sur le plan économique. Eh ben, c'est pareil. Dans cet ensemble occidental, là, quand il le faudra, ils peuvent sacrifier les pions. Juste pour respirer encore quelques mois, quelques moments, voilà. Donc, il faut qu'ils comprennent bien où est son intérêt. Son intérêt, c'est celui de son peuple. Et puis, lui aussi, il faut qu'il ait un peu honte. Lui, il sait qu'il dit Félix, il faut qu'il ait honte. C'est quelqu'un qui a une grande carrure. C'est que même en tant que personne, il s'impose. Il a une grande carrure, Tshisekedi. Et regardez Kagame, comment il est mince et tout là. Ah, quand même, comment il va terrifier devant Kagame, d'homme à homme. Non. Non, il faut qu'il lui-même, il se dise que comment un Kagame peut même, c'est pas possible. Parce qu'en ayant dessus sur son pays, que lui, il est censé gérer, c'est comme si c'était directement sur lui que Kagame agissait.
à travers son pays. C'est lui, puisque c'est lui qui a la tête. On dit bien c'est lui qui a la tête, non? Oui. C'est vous savez que c'est une expression africaine. Non, le chef, là, non, quand on dit chef, on dit à la tête. À la tête. Celui qui a la tête, c'est le chef. Voilà. Ça, c'est depuis l'Égypte ancienne. Le chef, c'est celui qui a la tête. Même les peuples sémitiques ont récupéré ça. Quand on dit raïs en arabe, ça dit les gens traduisent par président, tout ça, là, le chef. Mais raïs veut dire la tête. La tête, justement. Voilà. Ça donne en éthiopien, en amara, qui est aussi une langue sémitique. L'amara, le gueuse est une langue sémitique. Il y a des langues sémitiques en Afrique. Hein. Oui. Le tigrinya, qu'on parle en vérité, c'est aussi une langue sémitique. Eux, ils disent ras, d'où Rastafari. Parce que son prénom, c'est Tafari. Donc Rastafari, c'est le chef. Le roi, le chef, oui. Le chef, celui qui porte la tête. Celui qui porte la tête. Ras veut dire tête. Et même en hébreu, qui est une langue sémitique, quand on dit Rosh Hashanah, Rosh c'est la tête, ça veut dire le début de l'année. La tête de l'année. Oui. Voilà, on traduit par début de l'année. Mais Rosh, Ras, Raïs, c'est la tête. Et en égyptien, c'est Tep. Celui qui a la tête, c'est lui le chef. Donc il faut que Tshisekedi sache que c'est sa tête que Kagame défie tout le temps. Kagame oppose sa tête à celle de Tshisekedi. Donc ce sursaut-là, d'orgueil, il faut que Tshisekedi s'en saisisse. Mais il y a autre chose dans son cas à lui. Il faut qu'il lave l'honneur de son papa. Son papa a quand même beaucoup sali. Qui est-ce qui a traité le Lumumba de crapaud? C'est son père. Il a lavé ça, c'est son devoir de laver ça. Il faut qu'il lave l'honneur de son papa en le réhabilitant à travers lui. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer contre le Congo, parce qu'il sert les intérêts impérialistes occidentaux, il faut qu'il sert maintenant les intérêts de son peuple congolais, de sorte qu'il puisse un jour laver l'honneur de son papa, qui lui avait déjà manifestement trahi. Est-ce qu'il pourrait le faire, puisque jusqu'à preuve de contraire? On lui cède de le faire. S'il ne le fait pas, il va être balayé, non. De toute façon, la roue de l'histoire tourne. Tous ceux qui s'opposent vont être broyés par la roue de l'histoire. Elle va dans un sens, il n'y a pas de retour en arrière. Or, Cheikh Anta parlait les moteurs, le moteur de l'histoire. Dans le cas de l'Afrique, le moteur de l'histoire, c'est le peuple, la jeunesse surtout. Donc, toute personne qui n'est pas pour la jeunesse, pour le peuple, va être balayée, parce que c'est la période du peuple. Jusqu'à preuve de contraire, les populations de Goma se plaignent que le M23 est très bien armé. Vous et moi, nous le savons. Est-ce qu'au Rwanda, il y a finalement une usine d'armes à feu pour que le M23 soit autant armé que les armées, ou alors l'armée, on va le dire ainsi, congolaise? Non, ils n'ont pas d'usine de fabrication d'armes, en tout cas d'armes de gros calibre, d'armes... Enfin, d'une certaine catégorie, quoi. Ils n'ont pas ça. Hein. Les armes lourdes, oui. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas d'usine pour fabriquer ça. Donc, le Rwanda, par exemple, il pille le coltan du Congo. C'est pas déjà son coltan. Okay. Voilà. En tout cas, il contribue au pillage, puisqu'il y a un marché rwandais de coltan, alors qu'ils n'ont pas cette ressource à domicile. Donc, le Rwanda n'a pas ça. Non, ce qui se passe, c'est que tous les mouvements terroristes sont alimentés à partir de l'Occident. Et d'ailleurs, ils vont être de plus en plus armés parce que les Ukrainiens étant des mafieux par essence. Oui. C'est des mafieux, hein, les Ukrainiens. Hein. Ils marchandent de tout, hein, même les femmes, tout. Vous voyez, dans le commerce, la prostitution féminine qui vient de l'Est, la plupart des filles qu'on voit là sont des Ukrainiennes. Hein. Oui. Qui travaillent dans les bordels en Turquie, tout ça là. La plupart viennent d'Ukraine. Oui, les Ukrainiens, c'est des... D'ailleurs, quand on a ouvert la frontière, parce que Vladimir Poutine a lancé l'opération spéciale, beaucoup d'Ukrainiens ont fui. Vous savez que l'Ukraine a été plumée de au moins 10% de sa population. Oui, la population ukrainienne au départ est autour de 44 millions. Ben, il y a au moins 10 millions dehors. Hein. 10% non, c'est moins, 25%. Un quart de la population ukrainienne est déjà dehors, 25%. Parce que l'ONU donne de 5 millions à 10 millions d'Ukrainiens sortis. Donc c'est entre 12,5% et ça dépasse 10% et 25%. Sortis du pays. Donc ça c'est la mafia. C'est vraiment des mafieux ces gens-là. Donc ça veut dire que quand les Occidentaux leur donnent des armes lourdes là, eh bien certains vont se retrouver chez les terroristes, en particulier au M23, parce qu'ils les revendent. Ils préfèrent prendre de l'argent plutôt que garder les armes qu'on leur envoie pour combattre. Il y a une partie qui est pour combattre, mais il y a une autre partie qui vendent. Voilà. Donc ça va se retrouver là. Donc le M23 va être encore plus surarmé. Enfin, tous les mouvements terroristes, au Mali, partout là. Donc il faut tout simplement mettre rapidement terme à ça. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'ils soient de mieux en mieux armés. Mais ça veut dire l'organisation. Il faut donc, au moins à l'échelle sous-régionale, les gens ils pensent la lutte, comme nous on l'a fait ici au Cameroun avec le Tchad, le Niger, vous voyez, et le Mali va le faire aussi avec le Burkina Faso et même, s'il le faut, la Guinée-Conakry, mais au moins le Burkina en tout cas. Et l'Algérie aussi s'implique d'ailleurs au Mali, voilà, pour lutter contre même la Mauritanie.
pour lutter contre le terrorisme. Donc on doit faire la même chose. Pas des G5 Sahel bidons dans lesquels l'Occident essaie de mettre son nez, quoi. Vous voyez, la France, vous avez l'idée de faire un G5 Sahel, eux viennent mettre un 6e. Oui. Et c'est eux, quoi. Ils contrôlent la distance. Et ils vous empêchent même d'avoir des fonds. Et il faut donc connaître les fonds par nous-mêmes. Il ne faut plus attendre des fonds venant de l'étranger, parce que c'est des fonds conditionnés. Vous voyez? Et qui ne viennent jamais, même comme il faut. Et même, dans le cas du G5 Sahel, c'est même jamais venu. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait des relations sous-régionales financées par les pays dont les chefs d'État sont conscients de la nécessité d'éradiquer le terrorisme et qui viennent donner un coup de main au Congo RDC. Je sais qu'il y a des États qui s'impliquent, hein, je sais. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit compris que le M23 et tous ceux-là même qui opèrent en Ouganda, là, ces mouvements sont des mouvements terroristes. Ce n'est pas des mouvements sécessionnistes, non, ils sont terroristes. Le reste, là, c'est de l'enfumage. Le terrorisme se voit par la façon de faire la guerre. Quand au lieu de cibler le camp d'en face à travers ses militaires sur le champ de bataille, d'ailleurs, tu ne dois même pas cibler les militaires hors du champ de bataille. C'est du terrorisme aussi. Tu cibles les militaires hors du champ de bataille, tu es un terroriste. Mais on cible pourtant plus les civils aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Que même un militaire, tu le cibles hors du champ de bataille, tu es un terroriste. Et qu'est-ce qu'ils font, eux, justement, qui prouvent qu'ils sont terroristes? Ils ciblent les civils, ouais, et de façon horrible, pour terroriser. Ils ont tendance à faire des crimes horribles, voyez. Donc ce sont des terroristes, ce ne sont pas des revendicateurs de quoi, d'identité Tutsi, c'est de la bêtise. Quel Tutsi? Un Tutsi, ok, si c'est Tutsi, alors pourquoi pas Hutu? Puisque Tutsi et Hutu, pour moi, c'est la même chose. Pourquoi Tutsi d'abord? Pourquoi pas Hutu? Et puis même si c'est Hutu ou Tutsi, bon, dans ce cas, ok, pourquoi pas Bantu tout simplement? Pourquoi pas sous-régional? Pourquoi pas penser unité plus grande? Pourquoi toujours nous ramener à des petites unités là, dans lesquelles l'ennemi extérieur, le prédateur, l'occidental, l'otanien, il va nous opposer les uns aux autres. Et c'est lui qui va prévaloir à la fin. Mais non, faut être intelligent, il ne faut pas être bête comme ça, quoi. Faut vraiment et puis surtout utiliser les mathématiques. Parce que même quand on est intelligent, les maths renforcent. Oui. Et puis de toute façon, en réalité, personne n'est bête, finalement. Parce que c'est juste une façon d'agresser quelqu'un quand on dit toi tu es bête, quoi. Parce qu'un être humain n'est pas une bête. On est d'accord, Steve? C'est un humain. Oui, c'est un humain. Donc c'est pas bête. Donc il fait l'imbécile s'il veut. En fait, il fait semblant, il fait l'imbécile. Mais par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est les maths. Oui. Ça, c'est fait pour booster. Donc il faut que tous ces gens-là fassent comme nos ancêtres, reviennent sur les mathématiques. C'est que tu fais un raisonnement droit et c'est lui qui te dit fais ça. S'ils faisaient le bon raisonnement, ils arrêteraient de faire leurs bêtises. Puisque, in fine, qui en profite? C'est l'occidental. Et ça se fait au détriment de qui? La population locale. Est-ce que Paul Kagame et Tshisekedi savent finalement que leur guerre, ou alors la guerre que prône aujourd'hui le Rwanda du côté de Goma, profite finalement à l'Occident, pas aux pays africains? Ils le savent, mais ils ont fait pour l'instant, parce que moi, je ne les ai pas encore condamnés comme j'ai condamné Ouattara, parce que Ouattara, j'ai plus aucun espoir. D'ailleurs, non seulement je n'ai pas d'espoir, mais moi j'ai compris que Ouattara n'est même pas un Africain en réalité. Il y a longtemps que son âme a changé de couleur. Donc moi, Ouattara, bon, bref. Mais donc je ne les ai pas encore mis à ce niveau comme Ouattara, quoi. Donc je leur donne encore la possibilité d'un sursaut d'orgueil et d'ouvrir les yeux et d'être un peu plus solidaire. Je leur donne encore. Puisque au départ, quand même, lorsqu'il a fallu chasser Mobutu, il y avait un semblant de solidarité entre les Congolais et les Rwandais. Oui. Voilà, parce qu'une fois que le Rwanda... C'est le même peuple. Oui, bien sûr, c'est le même peuple. Une fois que le Rwanda avait recouvré, avait libéré le territoire rwandais du pouvoir tribaliste Hutu, parce que ce n'était que ça, hein, oui. Massacrer les Tutsis, alors que c'est le même peuple. Parce qu'il a le nez comme ça, il est comme ça, bon, bref, il est lancé, je ne sais pas quoi. Ils ont leurs critères bizarres, qui n'ont rien d'ethnique en fait. Oui. C'est des bêtises, ça n'a rien d'ethnique. Attends Steve, si tu bois beaucoup de lait et tout, il y a des chances que tu sois faim, surtout si tu es sur un territoire, des plateaux élevés où la gravité pèse moins qu'au niveau de la mer. Alors attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Donc maintenant, si toi vous êtes dans le même pays, mais toi tu fais beaucoup l'agriculture, et tu manges les tubercules, tu as tendance à être plutôt trapu, non? Oui. L'autre, lui, il est lancé, là, il passe son temps à suivre les bœufs, à boire du lait, tout et tout. Oui. Bon, lui, c'est le Tutsi, alors l'éleveur. L'autre, c'est le Hutu, c'est des bêtises, quoi. Voyez. Et pendant ce temps-là, pour montrer même que... Alors, ok, ils sont différents, mais pourquoi ils parlent la même langue? Pourquoi ils ont la même tradition? Pourquoi ils sont sur le même territoire? Pourquoi c'est le même royaume? Pourquoi pas deux et puis un a écrasé l'autre? Bah, vous voyez bien que c'est un peu de n'importe quoi. Bon, ça me fait penser à Caïn et Abel, quoi. Caïn qui était agriculteur et Abel, sauf que bon, là ils ont inversé
Tendance. La tendance, oui. Ça, c'est l'agriculteur qui finit par... Bon, c'est du n'importe quoi, je n'analyse même pas. Je dis n'importe quoi. Donc, non, je leur donne encore ce crédit-là. Je ne les ai pas encore, personnellement, invalidés. Je pense que l'Africain, comme tout être humain, a la capacité de se remettre en cause. Bon, maintenant, s'il n'y arrive pas, il faut donc qu'il y ait un troisième larron qui, lui, comme ça se fait ailleurs au Mali, au Burkina, écoute le peuple et est prêt à servir le peuple. Et s'il est militaire, c'est encore mieux. Dans ce cas, si c'est un coup d'État, si c'est peu importe comment on y arrive. Mais il faut absolument que le peuple ait gain de cause. Ce peuple aussi, il faut qu'il analyse bien. Parce qu'on n'a que sur le Rwanda, mais il faut aussi qu'ils comprennent que, je l'ai dit tout à l'heure, mais que derrière le Rwanda, ce n'est pas différent de son président pour l'instant. Oui. Après tout, on nous dit que Tshisekedi va faire appel à la Russie. C'est des blagues. À chaque fois qu'il faut voter contre la Russie, il vote contre, non? Bon alors, donc c'est de la blague. Il faut quand même que le vote soit clair. Bon, peut-être qu'il y en a qui disent qu'il fait le malin pour mieux se cacher. On n'est pas là pour trahir les secrets. Bon, mais peut-être. Mais dans ce cas, il faut bien que d'autres choses nous montrent qu'il avance. Oui. Donc, par exemple, comment ça se gère la situation? Vous savez, la zone Goma, l'Ituri, la province là, c'est l'Ituri. Il y a un parc là qu'on appelle le parc des Virunga dans la région. Et c'est la seule région au monde, et même en RDC, même en Afrique, et même en RDC, où il y a un animal particulier qu'on appelle l'okapi. Oui. Nulle part ailleurs au monde, il y a l'okapi. Nulle part ailleurs en RDC, il y a l'okapi. Nulle part ailleurs en Afrique, il y a l'okapi. L'okapi n'existe que dans cette région-là. C'est un animal qui est zébré, et qui a aussi des cornes comme les girafes. Donc c'est comme une girafe, mais avec un cou moins long. Voilà. Et il est zébré. C'est l'okapi. Et où nous avons une vignette des Congolais grâce à cet okapi. Si vous allez à Persépolis, c'est en Iran, Persépolis, et il y a des ruines là qu'on appelle Apadana. Et il y a des marches là. L'Apadana, c'est la salle d'audience. Donc il y a des marches qui mènent vers ces salles d'audience. C'est des ruines, mais il y a encore des traces très très bien visibles. Et il y a une vignette là, d'Africains qui apportent un okapi au roi des Perses. À l'occurrence, Darius II. Darius. Il y amène. Et on voit l'okapi. Et c'est la signature. La plupart des gens disent que ce sont des Soudanais, des Nubiens, voilà, des Éthiopiens, enfin bon. Tout sauf ce qu'il faut dire. Non, ce sont des Congolais. Comment on le sait que c'est des Congolais? Parce qu'ils ont l'okapi. Chaque peuple qui a sa vignette sur la Padana, qui amène des cadeaux au roi des Perses, amène quelque chose qui lui est propre de chez lui. Il n'achète pas ça au passage et amène là-bas. Non, ça part de chez lui. C'est la marque, un produit de chez lui. Marque de fabrique. Or, l'okapi n'existe qu'en RDC. En Aire du Congo. Donc ce ne sont pas des Nubiens, ce ne sont pas des Soudanais, ce ne sont pas des Éthiopiens, c'est bien des Congolais. Ça veut dire qu'à l'époque, le Congo avait déjà des relations avec l'Iran. Rien ne les empêche de renouer ça aujourd'hui. Et rien ne les empêche. Pour terminer justement, Dr Jean-Paul Mbelek, aujourd'hui les populations congolaises se disent orphelines parce que leur pays est divisé. Et surtout les multinationales ont pris les pans du pays que les autorités congolaises ne contrôlent même pas. Oui, c'est vrai. C'est le poids des multinationales malheureusement, états-uniennes en particulier. Et finalement, quand on remonte plus loin, on peut remonter plus loin, Steve. Oui. Au-delà des États-Unis. Parce que c'est aussi s'arrêter en chemin que disent les États-Unis. En réalité, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis même sont aux ordres. Les 13 familles. Les 13 familles, oui. Ah, c'est eux qui créent le désordre. On reviendra sûrement sur le sujet dans les jours à venir. C'est eux qui créent le désordre dans le monde entier. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut soutenir Vladimir Poutine et la Russie, qui prônent le multilatéralisme. Et ils ont aussi l'appui des Chinois. Voilà. La seule chose que nous demandons aux Chinois, c'est que ce sont de bons partenaires économiques, mais sur le plan humain, il faut qu'ils révisent leur position. Le plan humain, ce n'est pas seulement entre États, c'est même au niveau de la population. La façon dont les Chinois traitent les Noirs chez eux, il faut qu'ils arrêtent. Ils le font aussi sur le territoire africain. J'en arrivais à là. Et la façon dont, parce que parfois il y a même certaines histoires qui disent qu'il arrive que des patrons chinois qui travaillent dans les forêts là, parce qu'on coupe les arbres chez nous. Oui. Et parfois ils prennent un Africain et ils disent accompagne-nous. En fait, ils vont le manger quoi.
Voilà. C'est-à-dire que l'Africain, c'est du cannibalisme. Je dis seulement une chose, hein. Les gens pratiquent le cannibalisme. Si c'est pour avoir de l'énergie, je ne sais pas quoi. Ou si c'est pour montrer que, effectivement, l'Africain est bien un animal. Puisqu'on ne saurait pas manger un humain. Donc, ça, le monde, c'est un animal. Ok, je signale que ça donne une maladie. À force de manger la chair humaine, on a une maladie. Cette maladie est bien connue. Elle donne la tremblote comme ça, là. Et elle rend un peu dingue. Donc, ils ne vont pas échapper à cette maladie. D'accord? Donc, c'est bien connu. Je dis que manger, c'est pas pour rien que le cannibalisme n'est pas pratiqué au niveau des humains. Il y a des gens, madame, il y a eu des famines en Afrique. Vous avez déjà entendu que les Africains ont mangé des Africains? On est sans meurt de famine. Ça, on était des vrais cannibales, n'est-ce pas? On se mangerait pour éviter de mourir. Vous avez déjà vu des gens se battre parce qu'ils veulent se manger entre eux pour survivre? Non. Les Africains n'ont jamais fait ça. Mais d'autres peuples l'ont fait. Il y a eu une histoire en Amérique latine où un avion est tombé. Oui, n'est-ce pas? Et à la fin, ils étaient obligés de se manger entre eux. Mais pas les vivants, ils mangeaient les morts. Les morts, oui. Mais ils ont quand même mangé de l'humain. Mais un Africain, même les morts, il ne mange pas, il les enterre. Il attend son tour pour mourir de faim aussi. Vrai ou faux? Donc c'est que la plus grande humanité est comprise par qui? Par l'Africain. Dans les Chinois, là, il faut qu'ils soignent le côté humain. C'est grave. Et même chez nous, ils se comportent mal sur le plan humain. Il faut qu'ils arrangent ça. D'autant plus que ils ne font qu'afficher leurs grandes bêtises. Tout ce que les gens font, que ce soit les Africains, contre les populations africaines, que ce soit les autres peuples contre les populations africaines, c'est bête. Je rappelle, number one, l'Afrique est le berceau de l'humanité, dont l'Africain est le plus ancien des hommes. C'est l'original. C'est pas la copie, c'est l'original, non dupliqué. Il faut que les gens sachent ça. Que le plus grand patrimoine génétique humain... Non, il faut rappeler ça, Steve. Un sujet grave comme ça, il faut le rappeler. Parce qu'on appelle à l'éveil des consciences. Il faut que les gens arrêtent de faire leur bêtises. L'humain a quand même un cerveau. Il faut l'utiliser. Hein? Voilà, et être un peu plus mathématique que d'habitude, même pour ceux qui n'aiment pas les maths. Voilà. Alors, autre chose, le fait que l'homme soit né en Afrique, ça dit quoi? Mais attends, il est né, il a mis plus de 100 000 ans sans en sortir. Donc, beaucoup d'expériences humaines ont été testées en Afrique, dont l'Africain le plus expérimenté. Les sociétés africaines sont les mieux implantées sur la planète Terre. Parce qu'elles ont eu le temps largement d'expérimenter beaucoup de choses pour stabiliser et dire que cette valeur nous assure plus de stabilité que l'autre. Donc, c'est ça, Mahat. Nous allons fonder sur Mahat plutôt que sur le Isfet. C'est l'expérience qui a permis de trancher. Ce n'est pas seulement la simple réflexion. Hein, la réflexion est venue pour regarder ce que l'expérience dit. Voilà. Et puis, le stock génétique, ce n'est pas rien. Le plus grand stock génétique de l'humanité, c'est bien en Afrique. Je vais donner un exemple. Je ne dis pas que la quantification que je vais faire là est correcte, mais c'est pour donner un peu une idée. Steve, c'est un peu comme si, ici, il y a 100 variétés différentes pour un gène en Afrique. Okay? Pour un caractère donné, 100 variétés différentes. Si en Europe, tu trouves un, c'est beaucoup. Si en Asie, tu trouves un, c'est beaucoup. C'est pour dire que le stock génétique africain est énormissime par rapport au stock génétique des autres peuples hors d'Afrique. Le stock génétique en Afrique, lui tout seul, dépasse de plusieurs fois. Tu ne peux pas imaginer le stock génétique dans tout le reste du monde. Tous les milliards qui sont là. Parce qu'on a franchi, ou bientôt on va franchir, ou bientôt pas encore. Ce mois-ci, on va franchir les 8 milliards d'habitants. On va atteindre les 8 milliards d'habitants. C'est ce qu'ils disent, dans tous les cas. J'y crois pas beaucoup. Non, il faut bien connaître un chiffre pour discuter. Parce que c'est... Tu sais, le biais, on appelle ça un biais statistique. Oui. C'est-à-dire que le biais jouant sur la population mondiale joue aussi sur la population de l'Afrique. Donc si j'utilise les données qu'ils nous donnent pour l'Afrique, j'utilise les données qu'ils donnent pour le monde, ça ne change pas la conclusion. Parce que le biais est le même. Oui. C'est le même biais, la même erreur, quoi, si tu veux. Alors, donc, la population de l'Afrique n'est que 1 milliard. Mettons, on va arrondir à 500 millions. Oui. Mais là-bas, on va être 8 milliards. Ça veut dire que hors d'Afrique, nous sommes là maintenant à 6 milliards et demi. Oui. Mais je dis que tous les 6 milliards et demi ou moins ou plus qui sont dehors là, leur stock génétique là n'atteint pas celui de l'Afrique. Et de loin, celui de l'Afrique est plus de 100 fois supérieur. C'est-à-dire qu'en gros, si les extraterrestres regardent de loin et ils essayent de regarder où mettre, où est-ce qu'il y a le stock génétique de l'humanité, et il peut dire que c'est ça qui est représentatif, ça sera l'Afrique. Quel que soit le nombre d'habitants, ça sera l'Afrique. Parce que même dans une même famille, la différence génétique est plus importante qu'entre un Russe et un Français, qui sont des familles différentes. Alors que l'Africain, c'est la même père, mère. Ils sont quand même génétiquement très différents. Et ça nous met à l'abri des maladies. Sinon, Ebola aurait réussi. Sinon, le coronavirus aurait réussi. Parce que ce qui frappe un Africain frappera l'autre, forcément, puisque ils sont génétiquement très variés. Exact. Quand vous faites des copies, ils vont commencer à se ressembler. Alors que nous, on a l'original. L'original, c'est la variété. Et cette variété, il ne faut pas tuer. D'où le tribalisme, c'est nul. Vous voyez que les gens, vous en avez bien réfléchi. Oui. Toutes les différences régionales sont nulles.
C'est des gens qui n'ont jamais bien réfléchi. Nos ancêtres ont fait quoi? Ils ont gardé la diversité, l'unité dans la diversité. Même au niveau de linguistique, on n'a jamais fait disparaître une langue. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Les Européens ont fait disparaître beaucoup de langues chez eux pour imposer une langue ou deux langues ou trois langues. En Afrique, nous, on garde nos langues. On garde nos cultures. Même la différence elle est minime, on dit garde-la quand même. On ne sait jamais. Et cette différence peut être significative. Et c'est vrai. Donc cette tendance à la diversité pour une meilleure harmonie, ça entre dans le même concept de Mahat, c'est africain. Donc pour chuter sur ta question, il faudrait donc que nous comprenions que l'impérialisme, c'est les États-Unis, mais derrière les États-Unis, il y a des gens qui ont un projet macabre pour l'humanité. Et Vladimir Poutine est en train de lutter contre. Nous devons donc soutenir ce Vladimir Poutine et puis également faire le partenariat avec la Chine, continuer avec la Chine, l'Inde. Même l'Inde, la Chine, tout comme j'ai parlé de l'Iran tout à l'heure, la Chine a de très anciennes relations avec l'Afrique, Steve, surtout sur le plan commercial. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'au moins peut-être le Moyen-Âge. Il y a 1000 ans en arrière, il y a des relations suivies avec la côte est-africaine. C'est connu, les Africains qui étaient avec leurs bateaux, et pas l'inverse, hein. Parce que dès qu'il y a un Africain, on dit, c'est comme si c'est seulement l'étranger qui vient. Attends, les gens sont bêtes. Comment on peut être bête comme ça, là, Steve? Non, on peut être bête comme... Non, il faut que le cerveau fonctionne mathématiquement. Parce que les maths, ça n'aime pas la contradiction. Ces genres d'idées amènent à une contradiction. Je dis par là que, comment tu veux que tu acceptes que l'homme est né en Afrique et qu'il en est sorti, jusqu'à aller au-delà des océans? Papouasie, Calédonie, Tahiti, même l'île de Pâques, hein? Finalement les Amériques, l'Australie. Hein? Et c'est pour maintenant, une fois que... Ça c'est la préhistoire, hein? Il avait moins de technologie. Maintenant qu'on est dans l'histoire, l'homme a plus de technologie, c'est pour aller en Chine que ça les dépasse. Hein? Il ne peut plus naviguer. Hein? Tu vois pas que c'est bête? C'est contradictoire. Non, les Africains naviguaient par eux-mêmes. C'est pour cela que, en Inde, tu as des villages d'Africains. Tu as des villages d'Africains. Je n'ai pas dit que tu as des immigrés africains. Tu as des villages où l'Africain est autochtone, c'est son village. Il n'y a que eux qui habitent là. On les appelle les Sidi. Je mets au défi justement les téléspectateurs d'aller chercher un village qu'on appelle Mahind en Inde. C'est un de mes ancêtres. Voilà, tu viens de le dire. Je te le dis, je te le confirme. Puisqu'ils ont leur village. Oui. Ce n'est pas des immigrés. Oui. En Inde, encore aujourd'hui. Idem en Turquie. Idem en Iran, il y a des partout. Idem en Russie même. Il y a des noirs, il y a des Abkhazes noirs. Des Abkhazes noirs. En Russie, aujourd'hui encore. En Russie, l'Abkhazie, c'est à côté de la Géorgie. Bon, ils ont été victimes de la guerre, là, quand la Géorgie a voulu annexer l'Ossétie, et l'Abkhazie d'ailleurs. Il y a des noirs là-bas, Steve. Et il y a également des Chinois noirs. Partout. Voilà. Et ces gens-là continuent, c'est même pas qu'ils ont disparu, ils continuent, ils sont là, des autochtones, ce n'est pas des immigrés. Voilà. Donc, je dirais qu'une fois que tout ça est bien connu, aujourd'hui, pour nous, et je pense qu'il ne faut pas séparer le problème de la RDC est un problème d'économie mondiale, puisque le but est de piller les matières premières de la RDC, d'en priver la population, oui. Et de continuer à enrichir ces 13 familles. Et au passage, certains pays en profitent, mais on voit que ça sera de moins en moins. C'est les miettes d'ailleurs qu'ils reçoivent. C'est les miettes qu'ils reçoivent. Mais l'Africain, lui, doit mourir, il doit être esclave, il ne doit surtout pas vivre de ses richesses, pas développer d'industrie. Et comme le Congo, malheureusement pour lui, est un pays qui est vaste et très nanti, aussi bien sur le plan de la faune, de la végétation que des richesses minières, eh bien c'est là-bas qu'on crée le plus de désordre. Mais ça va s'arrêter, parce que l'heure aujourd'hui, c'est le multilatéralisme. Et Vladimir Poutine est quelqu'un qui a bien compris. Les Russes en général, d'ailleurs. Voilà. Merci à vous, Dr Jean-Paul Mbelek, d'avoir été là. C'est un allié que Tshisekedi devrait prendre au sérieux. Et vraiment on l'espère bien pour lui. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.